Bonsoir. Il vole une veste, il se retrouve en prison et au petit matin, on le retrouve sans vie, mort en prison pour avoir volé une veste. Non, ce n'est pas tiré des Misérables ni d'un roman populaire. C'est arrivé à Sion, il y a 2 ans et demi, à Clément Favre. Et depuis lors, son fils Jean-René se bat tout simplement pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi la vérité n'a l'air d'intéresser personne. C'est un reportage de Jean-Luc Ingold, Anne-Marc Walder et Annie Butler. Depuis 2 ans, je me bats pour la mémoire de mon père qui est décédé en cellule à Sion. Et ça fait 2 ans qu'on essaye de savoir dans quelles circonstances mon père est décédé. La justice reste toujours muette à cet égard. Et suite à tout ça, j'estime que c'est normal qu'on sache exactement dans quelles conditions il est décédé. Clément Favre est mort à 58 ans alors qu'il se trouvait en préventive à Sion. Il est aujourd'hui enterré à Hérémence à côté de sa femme Marie-Madeleine, décédée 1 année et demie après lui. Fin brutale d'une vie qui ne l'a pas toujours boudé. Mon père était restaurateur, donc il a fait un apprentissage de sommelier à l'hôtel des Trois Couronnes, la Beauvais. Ensuite, avec mes parents, ils ont repris un restaurant dans la région de Genève. Et là, ils ont travaillé pendant une 15aine d'années. Ils se donnaient beaucoup, ils faisaient beaucoup d'heures de travail, de présence. Il était toujours, là pour le client. Ma mère participait aussi beaucoup donc à toutes ces choses. C'était vraiment un café-restaurant, familial. Il y avait une bonne ambiance qui régnait, c'était très sympathique. En 78, ma mère a commencé à tomber malade. Elle a attrapé la sclérose en plaques. Et mon père, qu'il s'est retrouvé un peu seul. Et puis après, quelques mois plus tard, ma mère s'est retrouvée sur une chaise roulante. Et à partir de ce moment-là, mon père, il a un peu baissé les bras. Et puis il s'est senti un peu... Disons que ça l'a vraiment touché. On voit tout ce qu'ils ont construit pendant une vie, et en fin de compte, tout s'effondre en quelques mois. Ça a été très dur. Les Favre, l'un et l'autre au bénéfice d'une rente invalidité, remettent leur restaurant et se replient sur le Valais. Au fil des ans, l'état de santé de Marie-Madeleine empire. Il exigera son placement dans un foyer spécialisé de Sierre. Les 2 époux sont séparés. Clément, très affecté par cet éloignement, se retrouve seul. Pour mon père, ça a encore été une étape qui était dure dans un sens parce qu'il s'est senti qu'il nous disait « Ouais, maman, elle est foutue ». Et tout, puis de temps en temps, il buvait un coup, il déprimait. Clément Favre, lui aussi, est atteint dans sa santé. L'abus d'alcool et de cigarettes l'ont rendu fragile, physiquement et psychiquement. Démuni, maladif, mis sous tutelle, il entre finalement au foyer Saint-Pierre à Sion. C'est vrai qu'il y a une qui vous remplacer. C'est vrai, il en avait la fonction. Ombrageux, volontiers querelleur, Clément Favre organise sa vie de façon autonome, comme la directrice du foyer nous le confirme. Monsieur Favre sortait tous les jours avec son chariot, il allait faire ses commissions, il allait 1 fois par semaine trouver son épouse, à qui il était très attaché. Le dernier dimanche de septembre 1992, à la fin de l'après-midi, un pensionnaire constate que son veston a disparu de la salle à manger du foyer Saint-Pierre. Les soupçons se portent sur Clément Favre. À bon droit, on retrouve la veste dans sa chambre. Mais il y manque le contenu de ses poches. Rona, 400-425, répondez. Sur plainte du pensionnaire lésé, la police débarque lundi matin au foyer. Fouille sommairement la modeste chambre de Clément Favre, puis l'emmène au poste pour l'interroger.
On ne retrouvera pas tous les menus objets manquants. En revanche, on découvrira 4 petites boîtes de conserve de provenance à déterminer. S'il vous plaît. Pécadique tout ça. Néanmoins, le juge Dominique Favre, auquel il est brièvement présenté, décide de l'incarcérer et demande un complément d'enquête. S'il vous plaît. Le lendemain de son incarcération, Clément Favre subit un 2e, puis un 3e interrogatoire. Il s'accuse de tout et de rien, s'embrouille dans ses explications, revient sur ses premières déclarations. Il nage manifestement en pleine confusion. Mis en cellule lundi 28 septembre, Clément Favre doit revoir le juge Dominique Favre jeudi 1er octobre. Cette confrontation n'aura jamais lieu. Clément Favre a passé 3 jours et 2 nuits entre ces 4 murs. Sans lumière naturelle, sans air frais, sans avoir vu de médecin et surtout sans avoir de contact avec un gardien entre 6 heures le soir et 6 heures le matin. La 3e nuit, il est mort. Est-ce qu'il a essayé d'appeler ? Mystère. Pouvait-il appeler ? Mystère encore. Son fils apprend la terrible nouvelle dans son restaurant de Genève. Je reçois un téléphone de ma mère sur mon lieu de travail à 18h. Et donc elle m'apprend le décès subi de mon père. Et puis je me rends tout de suite en Valais. Et quand j'arrive, disons, à Sion, je me dis, bon, ben, je vais directement à l'hôpital. Et puis je pense que je vais le trouver à l'hôpital et tout. Donc à l'hôpital, on me dit qu'il n'est pas là. Alors sur le moment, j'ai dit, bon, ben, je vais rendre visite à ma mère. Et puis là, j'en saurai plus où il se trouve. Donc il était à peu près 10-11 heures le soir, donc je suis resté un peu avec ma mère. Et puis j'ai pas pu tellement chercher sur le moment. Et puis en partant et tout, une infirmière m'a fait comprendre qu'il fallait aller voir au poste de police parce qu'il y avait eu un problème et il était décédé en cellule. Puis le lendemain, je suis allé au poste de police de la rue de Comté pour avoir des explications. De là, on m'a répondu que c'était pas eux à nous répondre, qu'il fallait que j'aille voir le juge Dominique Favre. Donc je suis monté au palais de justice pour rencontrer monsieur Dominique Favre. Et on m'a dit qu'il était absent et puis qu'il fallait repasser la semaine prochaine. Alors on le renvoie une nouvelle fois au poste de police, où son père est mort, rappelons-le, et de là au médecin qui a constaté le décès, puis de nouveau au palais de justice, puis encore au poste de police, à la sûreté, aux pompes funèbres. Toute la journée, Jean-René Favre est littéralement ballotté d'un endroit à l'autre. C'était quand même pas normal, je perds mon père, je sais pas où aller. Au poste de police on me répond pas, au tribunal on me répond pas, le docteur sait pas où il est le corps. Je dis que c'est quand même aberrable. On n'a pas arrêté toute la journée de courir à droite à gauche, enfin on nous a pris un peu pour des cons. Finalement, les pompes funèbres et non les autorités l'aiguillent sur la morgue du crématoire. Alors voilà l'endroit. Donc après toute la journée où j'ai découvert le corps de mon père, il était étendu ici sur cette table. Il était recouvert d'une couverture. J'ai levé la couverture, au-dessous il était nu, j'ai regardé s'il n'y avait pas des coups ou quelque chose qui pouvait me sentir un peu touchant, choquant. Et puis bon, c'était très émouvant de voir son propre père comme ça. 2 jours plus tard, Clément Favre est enterré sans autre forme de procès. Sa famille ne connaît toujours pas les raisons de son incarcération, ni celles de sa mort en cellule. Désorientée, elle n'exige pas d'autopsie.
On pensait que s'il y avait vraiment un problème ou bien quelque chose, on pense que c'est plutôt aux autorités à le faire. Mais vous aviez bien un doute. Oui, le doute, il était présent, mais enfin, vu que ça s'est tellement passé très rapidement que jamais personne nous a renseigné, on ne savait pas trop dans quelle voie il fallait partir. Après la mort de Clément Favre, le même juge qui a ordonné son arrestation pour vol, Dominique Favre, fait mener une rapide enquête sur les circonstances du drame. Comme il doit quitter la magistrature 3 mois plus tard, c'est au juge Jacques de Lavala de reprendre l'affaire. Il classe purement et simplement le dossier peu de temps après. J'ai trouvé, disons, assez petit le comportement de la justice valaisanne en nous laissant ces 3 mois dans le doute, parce que je me demande s'ils ont eu peut-être, dans un petit moment dans leur tête, pu penser ce que nous on a pu ressentir, dans le sens que, par exemple, moi ça m'est arrivé très souvent de rêver qu'on torturait mon père et puis qu'on lui donnait la mort. Alors c'est des choses qui sont très dures, disons, à vivre, hein. C'est des choses qui sont quand même continuelles dans la tête. Et pendant 3 mois, c'est ce qui s'est passé. Jean-René Favre recourt au tribunal cantonal valaisan contre la décision du juge de Lavala de classer l'affaire. Il est débouté parce que l'instance cantonale lui refuse la qualité de lésé. Alors il s'adresse au tribunal fédéral. La Cour suprême désavoue le tribunal cantonal. Retour à la case départ. Mais ces va-et-vient d'une cour à l'autre ont pris du temps. C'est donc 1 année et demie après la mort de Clément Favre que le juge de Lavala doit, enfin, se mettre à l'ouvrage et enquêter sur ce drame. Le tribunal cantonal demande notamment pourquoi Clément Favre n'a pas pu communiquer avec l'extérieur la nuit de sa mort. Une question centrale. En effet, le poste de la police cantonale de la rue de Comté ferme tous les soirs vers 18h, pour ne rouvrir que vers 6h le lendemain matin. Il n'y a donc plus personne au poste pendant 12 heures. Les prisonniers, enfermés au sous-sol, sont seuls toute la nuit. Dans ce lieu clos, ils n'ont qu'un interphone à leur disposition pour appeler le pénitencier de Sion, distant de 500 mètres. Si nécessaire, les gardiens demandent alors à une patrouille d'intervenir sur place. Or, dans la nuit du drame, selon le journal de bord, le pénitencier n'aurait reçu aucun appel à l'aide. Voici, quand ça marche, comment s'établit la communication entre le poste de la rue de Comté et le pénitencier. Pénitencier. Bonsoir. Contrôle l'interphone numéro 4. Tout à fait exact. Merci, bonne soirée. Pareillement, merci. Au revoir. Voici les gens d'interphone qui, à l'époque des faits, étaient installés dans le local de garde du pénitencier. Selon ses utilisateurs, l'appareil était souvent défectueux et la communication de mauvaise qualité. On l'a changé, bien sûr, mais plus d'1 année après le drame. D'autre part, dans la cellule de Clément Favre, à cette époque-là, le bouton de l'interphone était placé au fond d'une cavité. Plus grave, il était hors d'usage au moment où on a trouvé son corps. Pour Clément Favre, cet interphone était vital. Il souffrait d'asthme et ça se voyait. Mais tout le monde semble avoir voulu minimiser ce handicap. Est-ce qu'on voyait qu'il était malade? Alors, on ne peut pas dire que lui, il était gravement malade, mais il avait la peine à respirer, ça on pouvait bien remarquer. Est-ce que vous saviez qu'il prenait des médicaments? Alors, non, on n'a pas donné les médicaments à lui, c'est lui tout seul qui s'est occupé, qu'il allait chez le médecin, tout ça, on n'avait rien. On n'a pas une ordre médicale pour s'occuper de lui. On a pu remarquer son état, disons en revenant de la ville avec son chariot, il arrivait parfois essoufflé. Dans ces conditions, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu attirer l'attention justement des gens qui l'ont emmené en prison sur ce faible état de santé? Et vous savez, c'est allé assez rapidement et c'est pas tous les jours où on a une personne qui est arrêtée. Et non, on n'en a pas parlé. Le juge Dominique Favre enverra cependant au cachot ce petit homme asthmatique, malingre, alcoolique et manifestement perturbé.
alors même qu'il connaissait les conditions de détention déplorables des prisons valaisannes, alors même que les risques de fuite ou de collusion étaient pratiquement nuls. Faute de médecin de prison, c'est le docteur De Kalbormaton, médecin de garde de la ville de Sion ce jour-là, qui constate le décès. Il conclut à une crise d'asthme fatale. Il ne cache pas son indignation. Elle exprime sans détour dans une lettre au juge Favre. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ce genre de cellule est très dangereux pour des individus souffrant d'affections pulmonaires ou cardiaques chroniques. L'anxiété, le manque d'oxygène favorisent le déclenchement d'une insuffisance soit circulatoire, soit respiratoire qui peut être rapidement mortelle. D'autre part, il ne semble pas y avoir dans ce quartier cellulaire de surveillance ni de gardien la nuit. Monsieur F était couché devant la porte et a certainement cherché à appeler quand il s'est senti mal. Une intervention médicale à ce moment aurait permis de le sauver. Ces cellules d'arrêt de compter, on peut faire mieux. Il faut faire mieux. On doit les améliorer, surtout mettre du monde dedans, surtout mettre des gardiens dedans. L'idée de contenir des gens dans une cellule et de les laisser là la nuit, vous ne ferez jamais accepter ça à un médecin de prison conscient de ce qu'il fabrique, de ce qu'il fait. C'est tout probablement honteux, inhumain et inacceptable. Tellement inacceptable que le docteur Vazem et son collègue le docteur Gatlin avaient démissionné 3 mois avant le drame. Pendant des années, ils avaient interpellé les autorités sur les carences sanitaires régnant dans les prisons. Du point de vue médical, qu'est-ce qui manquait? Le personnel, essentiellement. On ne peut pas faire de la médecine tout seul. J'étais avec le docteur Gatlin, nous étions 2, pour un effectif de détenus de plus de 100 détenus. Il aurait fallu, pour avoir une comparaison avec les cantons voisins, décupler cela. Donc on peut aller jusqu'à une certaine limite. Ensuite, les systèmes d'alerte, les systèmes de soins, de suite des soins, de contrôle des médicaments ne se font plus, ne peuvent plus se faire. On a une gabegie complète. Et c'est ce que nous avons de plus en plus dénoncé, reconstaté et redénoncé. Toujours est-il que rien ne changeait. La démission des 2 médecins de prison, si elle avait pour but de faire enfin bouger les autorités, rendait la situation encore plus préoccupante. Le président des médecins valaisans, le docteur Faucher, l'écrit d'ailleurs au médecin cantonal. C'était une situation extrêmement pénible, extrêmement tendue. Nous recevions des lettres de prisonniers même qui se plaignaient des soins médicaux, et il y a eu plusieurs échanges de correspondance avec les autorités. Et en septembre, notamment, j'ai écrit au service de la santé publique en disant que j'étais extrêmement inquiet de cette situation et que je craignais que nous soyons à court terme confrontés à des problèmes d'une extrême gravité. Cet avertissement, notez-le bien, intervient 1 mois, jour pour jour, avant la mort de Clément Favre. Il vise ceux qui avaient le pouvoir de remédier à ces graves insuffisances. Qui étaient les responsables de cette situation? Ceux que la loi nomme, c'est-à-dire, pour moi comme médecin, je dépendais de 2 départements, le département de justice et police d'un côté, celui de santé publique de l'autre. Comme médecin, directement dans mon activité médicale, je dépendais du médecin cantonal. Mais tous ces acteurs-là ont été mis au courant et tenus au courant très régulièrement. À l'époque des faits que vous analysez, j'étais chargé d'organiser le service médical des prisons, et le règlement de 1986 puis celui de 1993 précisait les 3 missions du médecin cantonal dans ce domaine, à savoir l'élaboration du cahier des charges des médecins de prison et de proposer au Conseil d'État la nomination de médecins de prison. Il y avait ensuite la surveillance des conditions d'hygiène et puis la lutte contre les maladies transmissibles à l'intérieur de la prison. Il n'y a donc pas à proprement parler de responsable de la médecine des prisons. En ce qui concerne par contre alors tous les moyens dont devait disposer le service médical des prisons, notamment en personnel, en budget, ceci est du ressort d'autres autorités, en particulier la direction de l'administration pénitentiaire, et pour cela je ne peux pas répondre à leur place. L'affaire Clément Favre a le don de crisper l'officialité valaisanne. Des gardiens de prison aux juges, du chef du département de justice et police, Richard Gertchen, aux policiers eux-mêmes, ses subordonnés, une seule consigne,
Silence, on ne parle pas à la télévision. Du haut en bas de l'échelle du département de justice et police, tous les fonctionnaires ont reçu l'interdiction de témoigner, même pour raconter simplement un bout de la triste histoire de Clément Favre. 2 ans plus tard, difficile d'y voir clair, d'autant plus que certains éléments font défaut. Ainsi, on ne sait pas avec précision qui et à quel moment s'est occupé de Clément Favre pendant ces 3 jours de détention. On ne peut donc pas savoir qui a vérifié le fonctionnement de l'interphone, si contrôle il y a eu. L'interphone, qui est un élément essentiel dans cette affaire, n'a pas été conservé. Aucune mesure conservatoire de saisie ou de séquestre n'a été ordonnée à l'époque. Cet interphone a été changé par une entreprise après les faits et l'entreprise n'a pas conservé. L'interphone a été soit détruit, soit perdu. Le fait que les co-détenus de Clément Favre ne soient plus en Suisse parce qu'ils ont été expulsés dans l'intervalle fait qu'on ne peut plus procéder à des confrontations qui pourraient être extrêmement utiles à ce stade-ci de l'instruction. Enfin, l'autopsie n'a pas été ordonnée à l'époque et 2 ans plus tard, 2 ans après le décès de Clément Favre, il est évident qu'on ne peut plus procéder à l'autopsie. Je pense que la justice a pensé qu'on allait se taire parce que notre père était mort en cellule et que notre mère était sur une chaise roulante. Ils se sont dit, ils vont peut-être pas bouger. Ils vont pas trop brasser l'histoire. Jean-René Favre a fait montre de ténacité. Maintenant qu'on lui a reconnu son bon droit, il ne se laissera pas facilement décourager, quels que soient les obstacles. Ma mère, elle m'a dit, ne lâche pas, va jusqu'au bout. Et juste avant de décéder, elle m'a dit, lâche pas ces cochons. Et ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'elle pensait qu'il y avait vraiment de la magouille dans la justice, qu'il y avait des anomalies, et puis qu'on nous a toujours tout caché. On n'a jamais vu personne, on n'a pas le droit de laisser passer des choses comme ça. Et puis je me battrai jusqu'au bout de cette histoire, je me laisserai pas faire.